Donc là on est dans mon atelier, dans ma bulle on va dire ça. Un petit espace, c'est pas grand mais c'est bien organisé. Voilà, l'endroit où je dessine, je crée, j'ai à la fois sur ma gauche ma table à dessin et ma table lumineuse. Et sur la droite, voilà, le poste informatique pour une grande partie des illustrations et puis également pour la mise en couleur des pages de Jim. Se trouve réunis ici une partie de mes centres d'intérêt, mes passions. Alors c'est un classique hein, chez les auteurs de BD, on est tous un petit peu geeks, donc il y a pas mal de bandes dessinées, il y a pas mal de livres, beaucoup de hardbooks derrière, là, voilà, et puis plein de joujoux, parce qu'on est, on est des grands enfants, donc des figurines et des jouets issus beaucoup du milieu du cinéma et du cinéma d'animation, et voilà. La première étape, donc, c'est l'étape de l'écriture. Moi, je pars d'un matériau hein, qui est l'œuvre de Stevenson, L'île au trésor, et on va découper le roman en séquences, et puis c'est un procédé, on va dire, comme dans un entonnoir, on part du grand vers le petit, quoi. On découpe et de plus en plus, voilà. Bon, j'ai des cahiers où je note des idées, beaucoup d'idées. Et des fois, j'ai des idées de composition, j'ai des idées de croquis, je les mets. On a mon dossier de Jim, du troisième tome de Jim. Bah voilà, on a à la fois des idées de découpage ou de scénarios, de dialogue. Et puis à côté de ça, j'ai des idées qui me viennent comme ça. Là, c'est un duel. Là, un croquis de la configuration d'une scène pour le final. Donc on va pas trop révéler. J'ai déjà même un storyboard, un bout de storyboard qui est là. Voilà, des idées de plans aussi. Des fois j'ai une idée de cadrage, donc je la couche sur papier. Je suis quelqu'un qui vient plus du visuel que de l'écriture, donc je commence comme ça, voilà, c'est la première étape. Première étape qui se fait en même temps que l'écriture, c'est très vite, je vais commencer à crayonner un storyboard. Voilà, ça fait une grande frise. C'est là qu'on va travailler essentiellement la narration. C'est vraiment une des parties que je préfère. C'est même peut-être la partie que je préfère dans le travail en fait. Je mets toutes mes petites cases, ça s'organise et c'est là qu'on va venir régulièrement apporter des modifications, des améliorations. Là, je rajoute en dessous des idées ou des nouvelles cases et puis je vois comment ça fonctionne. Je repars pas de mon storyboard pour travailler directement, je sais que beaucoup de dessinateurs le font. Moi non, je repars vraiment d'une page blanche. Puis là on a encore, voilà, il m'arrive même de faire plusieurs versions du storyboard de plus en plus propres. Après c'est plein voilà, des idées de mise en scène, des idées de, voilà, là il y a plusieurs idées de cadrage pour Jim simplement qui saute. Ça peut être, voilà, je peux des fois avoir 10-15 versions d'un dessin. Donc une fois que mon storyboard moi, est validé, moi je vais commencer mon travail, pas directement encore sur la planche, mais je dessine sur des feuilles de brouillon. Et là, le dessin va être très 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 mauvais, il va être très jeté. Voilà, les premiers croquis sont très jetés comme ça. Il faut que ça aille vite, il faut que je trouve la posture, il faut que je trouve l'énergie et le mouvement. C'est la dynamique, la narration forcément, la taille aussi, parce que moi il m'arrive très souvent de dessiner une bonne posture on va dire, mais par exemple que mon personnage est trop grand. Donc moi je ne gomme pas pour recommencer et perdre du temps. Dans ces cas-là, je vais scanner mon dessin. À partir de là, moi j'ai ma table lumineuse qui est en dessous. Alors, c'est une table qui est équipée comme ça d'une plaque de verre avec une lumière. Donc ça me permet de redécalquer mon dessin en permanence. Je pose une feuille blanche. Bah là j'ai un exemple. Hein, là j'ai mon premier exemple là, et à partir de là je vais retravailler mon personnage
par-dessus en l'améliorant, en tentant de l'améliorer à chaque fois. Une fois que mon crayonné est bon pour moi, je passe à l'étape planche définitive. Donc là, on a la page originale. On retrouve donc Jim accroché ici. Là, il est en train de tomber. Donc vous voyez par exemple là, vraiment le croquis très jeté de Jim qui tombe et puis le résultat final. Sur la page originale, on a tout, c'est-à-dire il y a eu le crayonné, il y a eu aussi l'étape de l'ancrage à l'encre de Chine que je fais essentiellement au pinceau. Et on a ces lavis de gris que je fais à l'aquarelle, ce qui me permet de faire notamment mes arrière-plans. Par exemple là, toute la végétation n'est pas dessinée à proprement parler. Je la fais directement au pinceau pour ne pas avoir de cernes et de traits comme ça, de contours. Je préfère parce que j'aime beaucoup utiliser la profondeur de champ, c'est-à-dire des éléments qui sont au premier plan. Je vais accentuer davantage l'ancrage. Un exemple ici, hein, sur la manche de Jim, ici le trait est assez épais. Et plus on s'éloigne dans la perspective, et plus je vais affiner mon trait. Et donc je vais laisser aussi toujours une partie comme ça, soit au crayon, soit directement à la peinture. Alors j'utilise que du monochrome parce que j'ai fait des essais, beaucoup d'essais en couleur directe, c'est-à-dire en utilisant toutes les aquarelles qui sont là, et je n'étais absolument pas satisfait du résultat. Il y a trop de contraintes, il faut gérer trop de choses et c'est trop long. Et c'est surtout l'impossibilité de revenir en arrière. Avec Photoshop, on est trop habitué au CTRL-Z et de pouvoir tout modifier en permanence. Et là, c'est pas possible en couleur directe. Le gros avantage de la couleur numérique, c'est que si j'avais décidé d'une ambiance orange pour un coucher de soleil et qu'au final, je me rends compte que une ambiance plutôt violet, bleu nuit fonctionne mieux, et avec Photoshop on peut faire à la fois les tests et puis on peut modifier. Voilà, donc c'est quand même un confort de travail non négligeable. Une fois que j'ai terminé toutes les planches de l'album, je fais un ensemble de rustines, c'est-à-dire je corrige tous les dessins qui ne me plaisent pas, et les dessins qui plaisent le moins sont souvent sur les premières planches puisque c'est les plus lointaines, hein. Donc il y a du raccord, c'est souvent des têtes, des expressions ratées, tout ça. Donc là sur le tome 2, je dois avoir à peu près une trentaine de rustines. Et ces rustines que j'ai rajoutées à la fin, j'ai dû également refaire les couleurs parce que Mélanie, elle avait fait les couleurs sur des dessins d'ailleurs pour certaines cases qui ne sont pas dans l'album, puisque j'ai refait la couleur moi-même par-dessus, mais bon, c'était obligatoire. Je ne pouvais pas la faire patienter davantage en attendant que les rustines soient faites, sinon le bouquin il se fait jamais, quoi. Il y a un moment, il faut avancer. On est à la planche 19 du tome 2, séquence de tempête un peu brusque, et on utilise un petit peu tous les artifices qui amplifient l'aspect dramatique de la scène, hein. Donc oui, c'est le vent, la pluie, la nuit, et donc on plonge. J'avais décidé de plonger cette scène dans un bleu assez soutenu. J'ai lu le roman assez tard, en fait. Quand j'étais étudiant, j'ai fait une fac d'art plastique et j'avais beaucoup de temps libre. Et je l'ai comblé ce temps en rattrapant mes lacunes de mauvais lecteur enfant. Donc j'ai lu un peu les grands classiques. Je sais pas, des romans comme Robinson Crusoe, Moby Dick, L'île au trésor, enfin voilà, tous ces grands classiques-là. J'ai rattrapé mes lacunes en termes de BD aussi, parce que j'en avais pas lu tant que ça à cette époque-là. Bref, à la bibliothèque, il y avait beaucoup de séries, donc j'ai pu lire beaucoup de choses, découvrir beaucoup d'artistes. À cette époque-là, j'ai lu le roman, j'ai beaucoup aimé. À l'époque, je ne connaissais pas d'adaptation de BD encore. J'ignorais par exemple que Michel Faure en avait fait une, ou que même Hugo Pratt en avait fait également une. J'ai découvert ça plus tard. Mais j'ai aimé parce que il y avait dans les années 80, il y avait un dessin animé, une anime japonaise de L'île au trésor qui m'avait beaucoup plu. Et puis on a tous des souvenirs, soit de livres illustrés, soit
de feuilletons. Il y a eu beaucoup de téléfilms, il y a eu aussi des vieux films, notamment le Disney, mais il y en a eu d'autres. Enfin, c'est vraiment un roman qui a été adapté des milliers de fois. La naissance du projet, elle date de 98, et puis à l'époque j'avais fait plein de croquis, voilà, j'avais noté des idées, mais c'était resté dans un coin de ma tête. Cette idée ne m'avait pas lâché, et voilà, je me suis dit, je sais pas exactement comment c'est venu, mais je trouvais que l'image d'un animal en pirate, ça fonctionnait bien. Les animaux sont beaucoup plus utilisés dans le milieu de l'animation, qui est un milieu moi qui me plaît beaucoup et dont je me nourris autant que la BD, si c'est pas plus. Au début, ça partait simplement d'une peut-être une petite envie simplement esthétique. Et puis en fait, en creusant l'idée, je me suis rendu compte que ça m'ouvrait des portes. Ça m'ouvrait une richesse de possibilités. On pouvait s'amuser avec cet univers très riche, quoi. Voilà, et je suis parti, et puis au fur et à mesure les idées sont arrivées, et j'ai relu le roman, je me suis dit mais c'est parfait, quoi. Mais Stevenson, il a écrit pour des animaux, j'étais convaincu de ça. Disney quand même nous nourrit depuis 90 ans, non, quand même pas, 80 ans on va dire. Voilà, quand j'étais petit, j'étais allé voir Robin des Bois au cinéma, j'avais beaucoup aimé. Et puis j'en parle tout le temps, mais bon, voilà, dans les années 80, il y avait des séries animalières aussi qui passaient à la télé, comme Sherlock Holmes ou Tour du monde en 80 jours. C'est des séries qui me plaisaient beaucoup, et dans la BD il n'y avait pas tant de choses que ça finalement. Moi il y a 2 grandes séries, et je me lasse pas de les citer à chaque fois parce que ça reste mes séries préférées, que sont Gare Ulfo et Deux Capots de Croc, 2 grandes séries d'Alain Hérol et dessinées par Jean-Luc Masbeau et Bruno Majorana. Je pense à Donjon, je pense aux Enfants du Capitaine Grant, et forcément Black Sad. Ce qui est bien avec Black Sad, c'est que ils ont utilisé un genre qui était souvent associé à la jeunesse, les animaux, et ils ont traité un sujet adulte. Et ça n'avait pas été trop fait. Voilà, moi je trouve que la porte qu'ils ont ouverte comme ça, c'était très intéressant. Globalement, le choix des animaux s'est fait très naturellement et très vite. J'ai eu très peu d'hésitation, et voilà, Billy Bones, le vieux marin baroudeur revenu de tout, un peu usé, avec plus beaucoup d'énergie. J'en ai fait un morse parce que voilà, on l'imagine bien, cette espèce de grosse masse qui n'est plus tout à fait du muscle, mais qui avec cette peau, ce cuir tanné par les années, un peu bruni aussi, brûlé par le soleil, par ces marins qui étaient toujours en mer. L'idée de la défense coupée, bon bah voilà, c'était parfait, quoi. Le morse c'était parfait pour Billy Bones. Silver en gorille, c'était aussi une évidence parce que le gorille a cette particularité d'être un animal très pacifique et plutôt calme, mais c'est la force tranquille, quoi. C'est un animal qui va rester la plupart du temps assis à surveiller son harem ou son territoire, ou manger des feuilles d'eucalyptus ou de bambou. Je ne sais pas ce qu'il mange. Mais par contre, à la première intrusion dans son périmètre, il peut passer comme ça d'un état à l'autre sauvage en quelques secondes. Et c'était parfait parce que ça incarnait vraiment ce qu'est Silver dans le fond du personnage. Donc l'idée vraiment, c'est d'arriver à trouver l'animal qui va bien correspondre dans le fond comme dans la forme. Ce qui n'est pas toujours évident. Et puis j'ai pris certains personnages à contre-pied, ouais. Notamment Israel Hans, qui est le zèbre, qu'on voit surtout dans le tome 2. Le zèbre n'est pas un animal qu'on rangerait dans la catégorie des prédateurs ou des malveillants, quoi. C'est un animal qu'on peut peut-être monter, je sais même pas. Mais en tout cas, on peut le caresser, et puis c'est pas un carnivore.